Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. Voici les principaux titres de l'actualité internationale de ce jeudi 10 juillet. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune supervise et préside à l'Académie de Cherchell la traditionnelle cérémonie de distinction des promotions d'officiers de l'ANP. Le Premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui expose au Japon les atouts du marché algérien en marge de sa présence pour l'inauguration de la journée nationale algérienne dans le cadre de l'Expo Osaka 2025. Et au moins 74 nouveaux martyrs depuis les premières heures de la journée, dont 10 enfants tombés dans un horrible massacre à Deir el-Balah au 114e jour de la reprise du génocide sioniste à Gaza. Lavrov et Rubio face à face pour de nouvelles discussions autour du conflit en Ukraine. Le secrétaire d'État américain évoque ce soir un échange franc et sincère avec son homologue malgré des points de friction. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jeudi la cérémonie de sortie des promotions d'officiers de l'armée nationale populaire à l'Académie militaire Houari Boumedienne, la cérémonie annuelle de sortie de promotion portant le nom du défunt Moujahid, le général Hossein Ben Hadid. À son arrivée, le président a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le commandant des forces terrestres, le général de corps d'armée Mostafa Smaili, ainsi que le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Sidan, et le commandant de l'Académie militaire de Cherchell, le général-major Selmi Bacha. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ensuite passé en revue un détachement de l'armée nationale populaire qui lui a rendu les honneurs à l'Académie de Cherchell.
le chef de l'État algérien a ensuite présidé la traditionnelle cérémonie annuelle de sortie de promotion d'officiers. Il s'agit de la 56e promotion d'élèves officiers d'active formation fondamentale, de la 18e promotion formation militaire commune de base et de la 9e promotion d'officiers de master. فسل الخنادق يخبروك بهمتي ومواقفي في الحرب حين أطاها أزيدها من نار الحماس شعلة تسليم الشهادات وتقليد الرتب. الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه. الملازم الأول جريدي إسلام. حاضر. الملازم الأول جريدي إسلام دورة الماستر. التكوين الأساسي الطالب الضابط العامل. Et en ouverture de la cérémonie, le général Darbe Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, a loué les mérites de la formation académique militaire et à sa tête l'institution de l'Académie militaire de Cherchell en tant que pourvoyeur principal des forces armées nationales en ressources humaines qualifiées et compétentes. Nous avons veillé au niveau de l'armée nationale populaire en application de vos directives judicieuses. Nous avons tenu à accorder l'attention nécessaire et le soin complet au système de formation militaire en général et à l'Académie militaire de Cherchell en particulier, convaincus que les ressources humaines constituent la pierre angulaire de la réussite du projet de construction d'une armée forte, capable de relever les défis sécuritaires émergents, de gagner ses paris et d'assurer une adaptation efficace aux transformations géostratégiques en cours au niveau régional et international. Le Premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui s'est rendu ce jeudi au niveau du pavillon algérien à l'exposition universelle d'Osaka Lumière d'Algérie, une visite qui lui a permis d'en apprendre davantage sur le contenu des exposés proposés autour du patrimoine culturel du pays ainsi que le développement que connaît l'Algérie dans tous les domaines et les opportunités de coopération, d'investissement et de partenariat avec l'ensemble des participants à l'Expo 2025. L'Expo Osaka 2025 s'avère être une plateforme idéale pour l'Algérie afin de faire connaître ses nombreux atouts sur le plan économique et séduire les investisseurs japonais dans le cadre de sa nouvelle stratégie tournée vers l'investissement. L'Algérie prend part à l'Expo universelle d'Osaka 2025, un rendez-vous mondial majeur qui représente une opportunité stratégique pour valoriser son potentiel économique. À travers cette participation, elle vise à renforcer ses liens économiques et commerciaux avec le continent asiatique, notamment le Japon, tout en mettant en avant ses atouts en matière d'investissement auprès des acteurs économiques asiatiques et internationaux. La première session de la Commission économique gouvernementale commune, tenue en mai 2025, a ouvert de bonnes perspectives de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Elle s'inscrit dans le cadre des réformes économiques globales initiées par le président de la République, visant à améliorer le climat des affaires et à lancer un programme ambitieux et structurant pour le développement de l'économie nationale. Une attention particulière est portée aux secteurs générateurs de richesses, tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, les mines, l'industrie mécanique et l'innovation. L'Expo d'Osaka constitue une plateforme unique pour mettre en lumière le potentiel algérien dans divers secteurs. Du côté japonais, les opérateurs économiques sont à la recherche de nouveaux marchés à fort potentiel.
Le consensus entre les deux pays sur la promotion du dialogue, l'instauration de la paix et la recherche de solutions pacifiques constitue une base solide pour le renforcement des relations de partenariat et des liens de coopération fondés sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Malgré l'éloignement géographique, cette entente a permis aux deux nations amies de franchir des étapes importantes en vue de bâtir une coopération fructueuse, concrétisée par la mise en œuvre de plusieurs projets dans divers domaines. Cette présence s'inscrit dans une stratégie plus large de diplomatie économique proactive, visant à diversifier les partenaires de l'Algérie et à dynamiser son positionnement à l'international, en particulier sur le continent asiatique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a tenu ce jeudi à Kuala Lumpur des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères de la République des Philippines, Maria Teresa Lazaro, en marge de sa participation à la cérémonie de signature de l'acte d'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. La rencontre a été consacrée à passer en revue l'état des relations entre l'Algérie et les Philippines, notamment dans les domaines économiques et ce dans le cadre de la préparation des prochaines échéances bilatérales, selon un communiqué des services du MAE algérien. Et dans le sillage de cette première rencontre, Attaf a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue de la République démocratique populaire du Laos, Tong Savan Phnomvian. La rencontre a permis d'examiner les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Autre entretien pour le ministre des Affaires étrangères algérien à Kuala Lumpur, cette fois-ci avec son homologue de la République démocratique du Timor-Leste, Benedito dos Santos Freixo. La rencontre a confirmé la volonté commune de l'Algérie et du Timor oriental de consolider leurs relations amicales ainsi que leurs engagements à poursuivre la coordination bilatérale au sein des Nations Unies. Autre entretien, celui qui a réuni Ahmed Attaf avec son homologue uruguayen Mario Lubetkin, toujours en marge de la participation de l'Algérie et de l'Uruguay aux travaux de la 58e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. Les deux ministres ont discuté des perspectives de renforcement de la coopération économique bilatérale et ont également échangé leurs points de vue et analyses sur la situation actuelle dans leur voisinage régional respectif. Et pour conclure sa série d'entretiens en marge de ses travaux à Kuala Lumpur, Ahmed Attaf s'est également réuni avec son homologue vietnamien Nguyen Minh Ang. Les discussions ont porté sur un ensemble de dossiers d'intérêt bilatéraux et internationaux. Ouvrant à présent le dossier palestinien, l'agression génocidaire sioniste en Palestine se poursuit pour le 114e jour consécutif depuis la violation du cessez-le-feu avec des massacres tout aussi horribles que les précédents commis contre des enfants notamment. Le bilan de l'agression génocidaire menée par l'occupation sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi ce soir à 57 762 martyrs et 137 656 blessés, ont indiqué ce jeudi les autorités sanitaires palestiniennes. Selon la même source, les corps de 82 martyrs et 247 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et pas moins de 74 martyrs palestiniens sont de nouveau déplorés depuis les premières lueurs du jour. En ce jeudi 10 juillet, des massacres opérés par l'armée d'occupation dans différentes zones de l'enclave palestinienne, Gaza Centre, Mawasi ou encore Khan Younes. Et les crimes abominables de l'entité sioniste qui chaque jour repoussent les limites de l'entendement. Ce jeudi, la machine de guerre de l'occupation a frappé un centre de soins qui faisait office de point de distribution de nourriture pour bébés situé à Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. Au moins 16 Palestiniens ont été tués, parmi eux 10 enfants et 3 femmes, comme vous pouvez le voir sur ces images, qui démontrent encore une fois la stratégie génocidaire sioniste visant à faire des enfants une cible prioritaire.
Un mot sur la Cisjordanie. Pour la deuxième fois ces dernières semaines, des colons ont attaqué Taïba, un village palestinien en Cisjordanie habité majoritairement par des Palestiniens de confession chrétienne. La communauté chrétienne fait en effet face à des incendies allumés par un groupe de colons près du cimetière et de l'église de la ville. Je pense qu'ils envisagent d'occuper tout le territoire et notamment la zone C, car telle est la mentalité des gouvernements israéliens extrémistes. Et vous savez pertinemment que la zone, c'est très importante pour eux. Ils veulent occuper cette zone et toute la zone. Et nous avons 1200 hectares de terres plantées d'oliviers à l'est de Taïba. Ainsi, s'ils occupent, ils pourront également construire de nombreuses colonies. La Cisjordanie qui déplore par ailleurs 2 martyrs ce soir. Le chef des droits de l'homme de l'ONU a demandé jeudi aux États-Unis de lever rapidement leurs sanctions contre Francesca Albanese, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, accusé de guerre juridique. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait pour rappel annoncé mercredi qu'il imposerait des sanctions à l'experte indépendante onusienne nommée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans une déclaration à la presse, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a rappelé que les attaques et les menaces contre les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales ainsi que contre des institutions clés comme la Cour pénale internationale doivent tout simplement cesser. Le soutien du Sénégal au peuple palestinien constitue l'une des positions constantes des pays africains envers cette cause. Elle vient également renforcer l'engagement de tout un continent vers la lutte de ce peuple comme réponse cinglante aux chimères portées par la normalisation avec l'entité sioniste. À Dakar, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a reçu ce mercredi une délégation du comité palestinien auprès des Nations Unies, conduit par Riyad Mansour, représentant permanent de la Palestine à l'ONU. Cette rencontre s'est tenue en marge de la conférence sur la question de Jérusalem, tenue le même jour. Une rencontre diplomatique marquée par un message clair. Le Sénégal réaffirme son soutien indéfectible au peuple palestinien. Le Premier ministre a assuré que le Sénégal restera solidaire et constant dans son engagement en faveur de la Palestine, une position, affirme-t-il, enracinée dans l'histoire diplomatique du pays. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour réaffirmer non seulement le soutien indéfectible du Sénégal au peuple palestinien, saluant sa résilience face à l'oppression, exprimant également la solidarité du peuple sénégalais, rappelant que le combat pour les droits du peuple palestinien est une question de justice, de droit international et d'humanité. De son côté, Riyad Mansour a salué la constance du soutien sénégalais et la profondeur des liens entre les deux peuples et à la Palestine occupée, plus précisément Gaza, subit un génocide sioniste. Dakar réaffirme sa voix sur la voie internationale, celle d'une nation engagée pour la paix et la justice. Un mot sur la situation au Soudan. Les forces de soutien rapide ont tué 8 personnes lors d'une attaque contre un abri où des civils s'étaient réfugiés dans la ville assiégée d'Al-Fashar, à l'ouest du pays. Les FSR ont, selon des sources locales, bombardé via un drone cet abri tard dans la nuit de mardi à mercredi, faisant au moins 8 morts, comme je vous le disais, selon les mêmes sources. Et le groupe technique dépêché par le groupe Sonelgaz en Syrie pour évaluer la situation du secteur de l'électricité a achevé sa mission mercredi en Syrie lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour soutenir la Syrie dans le domaine de l'électricité. L'équipe technique de Sonelgaz a tenu une série de rencontres avec les responsables de l'administration générale de l'électricité en Syrie au cours des réunions bilatérales. La partie syrienne a exposé ses besoins en matière d'assistance et de coopération que Sonelgaz pourrait en effet satisfaire dans ce pays.
Ouvrant le dossier ukrainien, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio se sont rencontrés dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur, ce jeudi en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères et ont échangé sur un certain nombre de dossiers et à leur tête le conflit en Ukraine. Nous nous engagerons à chaque fois que nous en aurons l'occasion, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Je fais écho aux propos du président qui exprime à la fois sa déception et sa frustration face à l'absence de progrès dans les pourparlers de paix et dans la recherche d'une solution. Nous allons donc poursuivre nos échanges. Nous avons échangé des idées et des commentaires que je transmettrai à Washington dès ce soir, notamment par téléphone. Nous y avons réfléchi. Il y a peut-être matière à réflexion. C'était une conversation franche et importante. Nous avons eu cette discussion et avons également abordé d'autres sujets sans rapport avec la guerre en Ukraine. Mais c'était évidemment le sujet principal de nos discussions. We hope that can change, and we're going to continue to stay involved where we see opportunities to make a difference. Côté européen, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé aujourd'hui un nouveau paquet d'accords d'un montant total de 2,3 milliards d'euros pour soutenir les efforts de redressement et de reconstruction de l'Ukraine. La Commission européenne a annoncé qu'elle allouerait 2,3 milliards d'euros pour aider l'Ukraine à se reconstruire après les dégâts causés par le conflit qui entame désormais sa 4e année. Lors d'une conférence à Rome sur les plans de reconstruction de l'Ukraine, Ursula von der Leyen a annoncé le déblocage de 1,8 milliard d'euros de prêts et 588 millions d'euros de subventions. L'Ukraine a demandé une aide urgente à ses partenaires. Aujourd'hui, nous avons discuté de la nécessité d'un plan de relance clair et systématique. Nous nous souvenons tous de l'importance du plan Marshall. Il faut une approche substantielle et à grande échelle. L'Allemagne, quant à elle, a appelé les États-Unis à ne pas abandonner l'Europe dans un conflit qui modèlera l'avenir du continent. Mon deuxième message s'adresse à Washington DC et au président Donald Trump. Restez avec nous et restez avec les Européens. Nous sommes sur la même longueur d'onde et nous recherchons un ordre politique stable dans ce monde. Le fonds de 2,3 milliards d'euros fait partie du cadre d'investissement pour l'Ukraine qui, selon von der Leyen, lèvera environ 10 milliards d'euros pour investir dans le pays. Elle a par ailleurs annoncé la création d'un nouveau fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine soutenu par la Banque européenne d'investissement, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Selon un rapport de la Banque mondiale, la reconstruction et le redressement de l'Ukraine post-guerre coûteront 524 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Et un dernier mot sur la situation migratoire en Europe avant de refermer ce journal. Sur la Manche, plus particulièrement, qui représente depuis des années un point de friction entre Paris et Londres. Le dossier était au menu d'un sommet bilatéral entre la Grande-Bretagne et la France ce jeudi à Londres. Nous sommes tous d'accord pour dire que la situation de la migration ne peut pas continuer ainsi dans la Manche, a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a annoncé dans la foulée un accord pour un échange de migrants entre les deux pays. À noter que pas moins de 21 000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année. Pour nous, il s'agit d'apporter les changements que le peuple britannique souhaite. Nous sommes tous d'accord, la situation dans la Manche ne peut perdurer. Nous mettons donc en œuvre de nouvelles tactiques et une nouvelle détermination pour lutter contre l'immigration clandestine et démanteler le modèle économique des bandes criminelles. C'est la fin de ce journal, la suite avec l'échiquier international présenté comme chaque soir par Leïla Guertal. Excellente soirée.